Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce séminaire qui suit donc le cours et qui comportera des exposés, certains en rapport avec les questions du cours comme la fiction ou l'imagination, mais beaucoup sans rapport particulier, mais traitant des thèmes de philosophie du langage et de l'esprit. Donc j'aurai donc le plaisir de recevoir un certain nombre de chercheurs. Et le premier d'entre eux, celui qui parle aujourd'hui, c'est Jérôme Dokic, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est bien connu pour ses travaux de philosophie de l'esprit et spécifiquement de philosophie de la perception, qui a fait beaucoup d'articles et quelques livres, dont L'Esprit en mouvement, un livre avec Pascal Angèle aussi sur Ramsay, et puis un autre livre de philosophie du langage avec Eros Corazza. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un de ses thèmes de prédilection, c'est le sentiment de présence et la réalité virtuelle. À travers ce thème de la réalité virtuelle, on touche un peu aux questions traitées dans le cours, qui sont les questions de fiction. Jérôme. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais parler de réalité virtuelle qui est un des modes du comme si on veut. Et une des questions qui se pose dans la littérature, c'est de savoir si il s'agit du même mode que celui qui est impliqué dans la fiction. Est-ce qu'un monde virtuel est un monde fictionnel ou fictif? Alors ce n'est pas de cette question que je vais parler aujourd'hui, mais plutôt de certaines expériences subjectives que nous pouvons avoir en rapport avec la perception ordinaire et son équivalent dans un dispositif de réalité virtuelle. Donc mon exposé est divisé en fait en deux parties qui correspondent aux deux parties de l'intitulé. Donc il y a une première partie sur le sentiment de présence en général, en rapport avec la perception ordinaire, et une seconde partie sur la réalité virtuelle dans laquelle on va essayer d'opérationnaliser quelques-unes des distinctions introduites dans la première partie. Donc, première partie, sentiment de présence. Alors, l'idée qu'il y a une expérience de la présence, une certaine conscience de la présence en rapport avec les objets perçus, et par perception ici je veux dire la perception sensorielle, celle qui s'exerce à travers une ou en général plusieurs modalités sensorielles. Alors, comme beaucoup de philosophes, j'ai parlé souvent de vision et de perception visuelle. C'est un biais qu'il faut éviter dans la mesure du possible, mais bon, qui est pratique évidemment quand on se situe à un certain niveau de généralité. Alors, plusieurs auteurs d'horizons méthodologiques très différents ont fait observer que quand on perçoit un objet, quand on voit un objet, on a aussi une certaine conscience de la présence de l'objet à soi. Une certaine conscience, une certaine expérience subjective que certains auteurs, comme Mohan Maten ici dans la troisième citation, qualifient de sentiment. Donc c'est une expérience affective pour lui. On ressent la présence de l'objet qui est présenté dans la perception. Donc, par exemple, le fondateur de la phénoménologie classique, Edmund Husserl, introduit ce concept maintes fois commenté de Leibhaftigkeit, la propriété qu'a un objet d'être présent en chair et en os, Leibhaftig. Et donc il nous dit effectivement, je cite, une caractéristique essentielle de la perception est d'être une conscience de la présence en chair et en os. John McDowell, une tradition tout à fait différente, analytique, utilise également une certaine notion de présence. Je ne dis pas forcément que c'est de la même. Dans la diapo suivante, je vais distinguer en fait deux notions de présence. Mais il parle aussi de la question de la présence des objets dans la perception. Et il nous dit effectivement que les expériences visuelles, il prend l'exemple de la modalité visuelle, mais évidemment, c'est une thèse qui peut être généralisée aux autres modalités, rendent les objets visuellement présents à soi-même. Et Mohan Maten, qui est un philosophe qui a développé peut-être de façon systématique dans la philosophie contemporaine cette idée de sentiment de présence associé à la perception, mais pas par exemple à l'imagination. Quand j'imagine
un lion devant moi, ce n'est pas la même chose que quand je perçois un lion en face de moi. Je ne réagis pas de la même façon. Le sentiment ici est différent. Donc Mohan Maten, je cite, dit « Dans la perception visuelle normale, la scène n'est pas simplement imagée, c'est imaged, je pense, l'anglais, mais elle semble présenter l'environnement propre du sujet percevant. J'appelle ça le sentiment de présence. » Donc c'est de ça que je vais parler maintenant. Bon, tout d'abord, il convient sans doute d'introduire une distinction entre deux notions de présence, même si on considère, peut-être, ce n'est pas mon avis, mais on considère que ce sont deux notions équivalentes, mais dans un premier temps, il vaut mieux distinguer une notion de présence qu'on peut appeler intentionnelle ou phénoménale, qui renvoie simplement au fait qu'une expérience intentionnelle, comme on dit, a un objet, c'est-à-dire la perception présente au sujet un certain objet. Donc, on peut dire que l'expérience vise intentionnellement un objet, ou qu'un objet est donné dans la conscience visuelle, par exemple. Donc, cette donation d'un objet, on peut appeler ça présence si on veut, c'est la présence au sens intentionnel ou phénoménal. C'est le fait que l'expérience porte sur quelque chose qui est en général distinct du sujet qui perçoit l'objet. La notion de sentiment de présence qui nous intéresse ici est un petit peu plus robuste, et on verra pourquoi. On verra qu'il y a effectivement une distinction à faire entre ces deux notions de présence, une distinction réelle et pas seulement notionnelle. La notion de présence qui m'intéresse ici, c'est celle de présence affective. C'est l'idée qu'un objet est présent au sens où il affecte le sujet, il m'affecte d'une certaine manière, parce que je ressens sa présence. Par exemple, là, je vous ai donné une citation qui est en fait une citation qui vient d'un psychologue qui a beaucoup travaillé sur la réalité virtuelle, qui définit un sentiment de présence en rapport avec la réalité virtuelle. Mais comme je l'ai dit, on abordera ce thème plutôt dans la seconde partie de l'exposé. Mais il nous dit, voilà, la présence, c'est pour lui, je cite, la propension des gens à répondre à des données sensorielles comme si elles étaient réelles. Donc il y a une dimension, si vous voulez, affective ici, dans cette notion de présence, cette deuxième notion de présence, qu'on peut appeler présence affective. Alors, on peut évidemment se poser la question de la relation entre ces deux notions de présence. Une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la présence affective d'un objet implique toujours sa présence intentionnelle ? La réponse à cette question, de prime abord, est positive, c'est-à-dire pour qu'on puisse ressentir la présence d'un objet, il faut bien que cet objet nous soit présenté intentionnellement. Il faut bien qu'il nous soit donné dans le contenu de la conscience du sujet. Donc la réponse semble être affirmative, et pourtant, peut-être, dans certains cas, qui sont certes marginaux et sans doute controversés, on peut peut-être admettre l'existence de sentiments de présence flottants, c'est-à-dire qui ne reposent pas, on va dire, sur une base intentionnelle. Je mentionne juste en passant un exemple possible, un potentiel de ce sentiment flottant, mais je ne vais pas vraiment développer ce point. L'exemple que je présente ici concerne la maladie de Parkinson. Alors, il y a d'autres exemples possibles que j'aurais pu donner de présence affective, de sentiments de présence qui ne sont pas accompagnés d'une présence intentionnelle ou phénoménale préalable. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'abord un objet qui est donné, qui est visé intentionnellement par une expérience, et ensuite on ressent ou non sa présence au sens affectif. Là, c'est un exemple où on a un sentiment de présence flottant, donc indépendamment d'un objet qui serait visé intentionnellement par une expérience sensorielle. Alors, dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir effectivement des expériences subjectives rapportées par les sujets qui parlent enfin, de ressentir une présence, en général hors du champ sensoriel. Donc, ce n'est pas une présence qu'ils entendent ou qu'ils voient ou qu'ils touchent. C'est un sentiment de présence flottant, justement, qui est indépendant d'une base intentionnelle préalable. Par exemple, Fénelon, ici, qui a étudié ce type de symptômes, écrit, je cite,
que le sentiment de présence est une sensation vive, que quelqu'un est présent à proximité, alors qu'en fait, il n'y a personne. Dans la plupart des cas, la sensation est localisée précisément derrière ou à côté de soi, voire parfois dans une autre pièce. Alors, il peut y avoir un contenu sensoriel qui s'ajoute à ces sentiments de présence flottants, mais ce ne sont pas des sentiments qui requièrent au préalable un ancrage intentionnel sur un objet. Par exemple, dans le livre bien connu de Oliver Sacks, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, il y a une description aussi de deux patients ici, en l'occurrence, qui rapportent ces sentiments de présence. Alors ici, c'est souvent des sentiments de présence sociaux, c'est comme si on a l'impression qu'une personne était présente, on a ce sentiment-là, alors qu'on ne voit personne, on n'entend personne, on ne touche personne, etc. Donc, par exemple, Edw décrit souvent le sentiment persistant d'une présence, quelque chose ou quelqu'un qu'il ne voit jamais en fait, à sa droite. Le sens d'une personne à cet endroit est si fort que le professeur R, un autre patient, se tourne parfois pour regarder, même si aucune personne visible ne se trouve jamais là. Donc, vous voyez que ça peut avoir un impact sur le comportement. Je veux dire, on est motivé à peut-être regarder, essayer de percevoir la personne dont on ressent la présence, mais on n'a pas d'expérience visuelle préalable de cette personne. Un point peut-être qu'on peut aussi souligner ici qui est important, on peut ressentir ces sentiments, on peut avoir le sentiment qu'une personne est présente sans y croire. Ici, on ne parle pas de patients délirants, c'est-à-dire des patients qui croient qu'il y a quelqu'un dans la pièce. En fait, les patients sont lucides, savent très bien qu'il n'y a personne dans la pièce, mais le sentiment est parfois si fort qu'ils ne peuvent s'empêcher de tourner la tête, pas forcément de croire véritablement qu'il y a une personne dans la pièce. Donc, c'est des sentiments qui sont indépendants, si vous voulez, de la croyance qu'une personne est présente, même si, dans un contexte ordinaire, évidemment, les sentiments de présence sont aussi accompagnés de la croyance qu'un objet est présent. Je mentionne ce point parce qu'évidemment, il sera important quand on abordera la question de la réalité virtuelle. Alors, si on pose la question inverse, c'est-à-dire est-ce que la présence intentionnelle implique toujours la présence affective, bon, évidemment, si on répond oui, on aura une distinction qui ne sera pas très intéressante entre présence intentionnelle et présence affective, puisque les deux, en tout cas, là où il y a présence intentionnelle, il y aura toujours présence affective, et on n'aura pas une distinction vraiment intéressante entre les deux. Alors, lorsque au moins l'un des philosophes que j'ai cités tout à l'heure, Mohan Mattan, introduit cette notion de sentiment de présence, il le fait par contraste, notamment avec la vision d'un objet dans une image. Quand vous voyez une image, un tableau par exemple, un portrait ou une photographie ou un film, vous voyez des objets. Vous avez une expérience visuelle d'objets. On peut contester ce point, on peut considérer qu'on n'a pas vraiment une expérience visuelle dans le cas d'un objet qui est présenté dans une image, mais par exemple qu'on imagine une personne. On ne la voit pas, mais on l'imagine. Pourtant, il y a des raisons de penser que c'est un phénomène peut-être un peu plus robuste que simplement celui de l'imagination et que, en un certain sens, les objets présentés dans les images sont les objets d'expérience visuelle, c'est-à-dire sont visés intentionnellement par une expérience visuelle. C'est en tout cas la thèse défendue par Richard Wollheim, qui parle de voir dans et pas seulement imaginer dans. On voit des objets dans les images, on ne les imagine pas seulement, on les voit, simplement on les voit d'une manière particulière. On ne les voit pas en chair et en os, dirait Husserl, mais on les voit précisément dans une image. Donc, vous avez un exemple ici qui a été abondamment commenté dans la littérature, un exemple où il y a une dissociation entre la présence intentionnelle et la présence affective, c'est-à-dire on a une expérience qui vise intentionnellement un objet, à savoir un objet vu dans l'image, mais un objet qui n'est pas ressenti comme présent, précisément parce que on sait, le sujet sait qu'il a affaire à une image et surtout il voit qu'il s'agit d'une image. Ce qu'on voit dans une image, quand on voit quelque chose dans une image, eh bien on voit l'image aussi. On voit l'image et puis un objet, un personnage par exemple, représenté dans l'image. On voit les deux choses à la fois pour Richard Wollheim. C'est une vision double, si vous voulez, où on a un accès visuel à la fois à la surface de l'image et à ce qui est représenté dans l'image. Donc c'est une possible dissociation entre la vision intentionnelle
la présence intentionnelle, pardon, et la présence affective, à savoir qu'on a la première sans la seconde. Je ne vais pas développer tous les exemples, mais évidemment, si on a un peu de temps pour la discussion après, je peux revenir sur tel ou tel exemple. En fait, l'exemple du voir-dans, de la vision picturale, comme on dit parfois, peut suggérer une première analyse du sentiment de présence qui est très simple, qui n'est pas tout à fait juste, comme on le verra plus tard. Elle est incomplète en un certain sens, mais c'est une première analyse que peut nous suggérer ces exemples de voir-dans ou de vision picturale. En gros, selon cette analyse, le sentiment de présence résulte de l'expérience de la colocalisation de l'objet perçu et du sujet percevant. C'est une idée très simple, hein, c'est qu'on a le sentiment qu'un objet intentionnel est présent, hein, quand on se perçoit comme étant localisé, on va dire à proximité de l'objet. C'est-à-dire quand la vue est dégagée, que l'objet est devant nous, que nous ne sommes pas très loin de l'objet pour le voir, quand cette situation est remplie, on a un sentiment de présence. Donc il y a deux composantes, si vous voulez, dans cette expérience, dans ce sentiment de présence. Il y a d'abord le fait que le sujet s'auto-localise dans l'espace perçu. Le sujet a une place dans l'espace perçu. Il s'auto-localise. Il y a une controverse dans la littérature dont je ne vais pas du tout parler ici, qui concerne la question de savoir si cette auto-localisation elle peut être accomplie déjà sur le terrain de l'expérience visuelle. Est-ce qu'on peut se voir soi-même localisé dans l'espace? Ou est-ce que c'est une forme de perception plus générale qui englobe l'expérience visuelle, mais peut-être aussi d'autres formes d'expérience? Donc c'est ce que les anglo-saxons appellent parfois self-location. On a sa place dans l'espace perçu ici, par exemple, visuellement, on a sa place quelque part dans cet espace. C'est la condition d'autolocalisation. Et puis, on a un contenu spatial spécifique. Hein, c'est-à-dire, pour voir l'objet, évidemment, il faut qu'on ne soit pas trop loin de l'objet. Hein, il faut que la vue soit dégagée. Il faut qu'il y ait un chemin spatial continu entre moi et l'objet pour que cet objet soit visible. Donc, le sentiment de présence ici, c'est très simplement l'expérience, qui est au moins en partie visuelle, de la présence spatiale à soi comme sujet percevant. Et cette première analyse, très simple, évidemment, suffit à exclure le contre-exemple du voir-dans, enfin l'exemple du voir-dans que je viens de présenter, à savoir, dans le cas du voir-dans, il y a une déconnexion spatiale, justement. Hein. Il y a une déconnexion spatiale, donc le principe de la condition de connexité, comme je l'ai appelé, hein, n'est pas rempli, c'est-à-dire le sujet n'a pas l'impression d'être à l'objet, d'être à proximité de l'objet, parce que l'objet est justement présenté dans l'image. Hein. Donc l'image constitue ici une sorte d'obstacle qui empêche le sujet de se sentir, de se ressentir, de se percevoir comme étant à proximité de l'objet. Donc, par exemple, Dominique Lopez, qui est un philosophe de l'esthétique bien connu, dit ici, je cite, « L'espace dans l'image ne fait pas partie de l'espace de celui qui regarde l'image ». Donc il y a une déconnexion entre la position spatiale du sujet qui est en face de l'image, qui regarde l'image, et puis l'objet qui est représenté éventuellement spatialement dans l'image. Moine Matten exprime une idée similaire en disant « l'image n'a pas d'ici ». Il n'y a pas d'ici dans l'image. Il y a un ici dans l'image, pardon, mais il ne correspond pas à l'ici du sujet qui regarde l'image. Donc l'absence du sentiment de présence, hein, l'idée que quand on regarde une image comme une image, hein, c'est-à-dire quand on n'est pas trompé par l'image, parce que le cas du trompe-l'œil, j'y viens dans un instant, est un peu différent, mais quand on n'est pas trompé par l'image, on voit l'image en tant que telle, mais on voit aussi ce que l'image représente, ce qu'il y a dans l'image. Dans ce cas-là, on n'a pas de sentiment de présence à l'égard des objets représentés dans l'image, précisément parce que cette condition de connexité n'est pas remplie, hein, parce qu'il y a une déconnexion spatiale entre le sujet qui regarde l'image et puis l'objet dans l'image. Donc, si je donne un exemple très simple, ce qui vient ici est une image en perspective, hein, donc c'est une image à la première personne, donc c'est l'image, c'est une scène telle que peut la voir une personne qui occupe une position un peu particulière que vous allez reconnaître. Donc, si vous voulez, il y a un point de vue dans l'image. Hein, c'est une perspective linéaire
classique, une scène est représentée en perspective, donc il y a un point de vue dans l'image. Mais ce point de vue dans l'image n'est pas le même que le point de vue à la première personne de celui qui regarde l'image, c'est-à-dire nous tous. Donc, si vous voyez cette image, c'est un tableau de James Tissot, qui est un peintre français en fait, mais qui a beaucoup vécu en Angleterre, donc qui a changé son prénom. Vous avez reconnu qui est censé occuper le point de vue sur la scène. Mais ce point de vue qui est dans l'image n'est pas le même que le point de vue que moi j'ai sur l'image. Si je recule ou j'avance ou je change de point de vue sur l'image, évidemment, les objets ne changent pas leur point de vue dans l'image par rapport à moi, par exemple. Donc il y a bien cette déconnexion qui empêche, d'après la première analyse du sentiment de présence, qui empêche qu'on puisse parler d'un sentiment de présence en rapport avec l'image. Encore une fois, si l'image est de l'ordre d'un trompe-l'œil, c'est-à-dire si vous voyez une image réaliste dans certaines conditions bien contraintes, et vous avez l'impression d'être dans la scène, ça c'est différent. Là, vous pouvez effectivement, comme on le verra, avoir un sentiment de présence. Mais quand on voit l'image comme une image, on n'a pas, en général, un sentiment de présence relatif à un objet dépeint dans l'image. Donc, la toile s'appelle évidemment « Ce que voyait notre Seigneur sur la croix ». Donc, c'est bien le point de vue du Christ ici sur la scène qu'il aurait pu voir, voilà, du point de vue qu'il est censé occuper ici. Alors, donc la première analyse du sentiment de présence marche assez bien pour rendre compte du contraste entre la vision, on va dire, ordinaire et la vision picturale, celle qui implique la vision dans l'image. Il y a une autre condition dont on peut parler qui peut-être fait davantage pression sur cette analyse, sur cette première analyse. Et cette condition qui m'intéresse ici, c'est la déréalisation. Alors vous savez peut-être que la déréalisation, c'est un syndrome plus ou moins transitoire qui peut avoir des formes pathologiques sévères, mais qui peut aussi arriver à n'importe lequel d'entre nous. Quand on est en train de vivre un événement traumatique, on peut avoir cet effet de déréalisation, comme on dit, ou de dissociation, comme on dit parfois aussi en psychanalyse. C'est l'idée effectivement que les choses ont l'air un petit peu d'être à distance et on n'est pas vraiment dans le coup. On est un petit peu... on a l'impression que les objets ne sont pas réels. Encore une fois, ça peut être tout à fait transitoire. Freud parle de cette expérience à propos du Parthénon quand il visite avec son frère le Parthénon pour la première fois, déjà un peu âgé. Enfin, je crois qu'il a une cinquantaine d'années, si je me souviens bien. Et tout à coup, le Parthénon ne semble pas réel. Ça semble être quelque chose qui est pas vraiment là, en fait. Ou c'est peut-être lui qui n'est pas vraiment là devant le Parthénon. Donc, par exemple, voilà une description typique de cette condition. Les personnes et les choses qui vous entourent vous semblent aussi irréelles que si vous ne faisiez que rêver d'elles. Donc, on a l'impression qu'effectivement, on rêve ou on imagine les choses, elles ne sont pas vraiment là. Ce qui, évidemment, suggère très fortement que les sujets déréalisés n'ont pas de sentiment de présence. Ils n'ont pas le sentiment que les objets sont présents à eux, qu'il n'y a pas de présence à soi ici dans la déréalisation. Ou dans une autre description très classique du psychiatre français Jean-Étienne Esquirol, un abîme les sépare, disent-ils, du monde extérieur. J'entends, je vois, je touche, disent-ils, mais je ne suis pas comme autrefois. Les objets ne viennent pas à moi, ils ne s'identifient pas avec mon être. Un nuage épais, un voile change la teinte et l'aspect des corps. Donc, à partir de cette condition, on peut peut-être tenter de formuler un argument contre, une objection contre la première analyse du sentiment de présence. Cette objection, elle a une forme très simple. La première prémisse dit que les sujets déréalisés voient des objets qu'ils ne ressentent pas comme présents. Alors ça, c'est important de le signaler. Les sujets déréalisés n'ont pas de problème fonctionnel avec la perception. Ils perçoivent des objets. Si on leur envoie une balle à la figure, eh bien, ils vont tenter d'éviter la balle. Ils n'ont pas de problème visio-moteur, ils n'ont pas de problème visio-sémantique, comme on dit parfois, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'identifier les objets. Simplement, ils ont l'impression effectivement que ces objets sont à distance.
La deuxième objection, c'est que les conditions d'autolocalisation et de connexité sont remplies. Les sujets perçoivent bien les objets dans le même espace dans lequel ils se perçoivent eux-mêmes. Il n'y a pas de tableau ici qui s'interpose entre... Il n'y a pas d'image physique, en tout cas, qui s'interpose entre les sujets et les objets qu'ils perçoivent. Donc on n'a pas le même problème que dans le cas de la vision picturale, et on pourrait ici arguer que les deux conditions que j'ai présentées tout à l'heure, à savoir l'autolocalisation et la connexité, sont remplies. Le sujet déréalisé, il s'autolocalise dans le même espace que l'objet qu'il voit, et puis l'objet qu'il voit, il le voit, donc effectivement, ils sont à proximité de cet objet. Si c'est le cas, effectivement, si ces deux conditions sont remplies, ça veut dire que la première analyse du sentiment de présence est incomplète. C'est-à-dire que les deux conditions ne sont pas conjointement suffisantes, même si elles étaient nécessaires. Même si elles sont nécessaires, elles ne sont pas conjointement suffisantes. Alors je pense que cette objection est pas... je pense qu'on peut la contourner, c'est-à-dire qu'on peut finalement défendre la première analyse. Pourquoi ? Parce que il est possible qu'une partie de la deuxième prémisse soit en fait contestable. En effet, il est tout à fait, il est probable que la vision déréalisée ne remplisse pas la condition d'autolocalisation. Alors on parle de déréalisation, mais très souvent dans la littérature, dans le domaine de la psychothérapie, de la psychanalyse, on associe très souvent, pas toujours, mais on associe très souvent la déréalisation à la dépersonnalisation. C'est-à-dire non seulement les objets semblent irréels, mais en plus les sujets semblent être en dehors du monde. Ils semblent eux-mêmes être en dehors de leur corps. On a pu parler de sentiments de désincarnation dans le cas de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Ce sont deux syndromes, deux conditions qui très souvent viennent ensemble. Le sujet a l'impression que les objets ne sont pas réels, mais il a aussi l'impression que lui-même n'est pas réel en fait, et qu'il n'est pas vraiment dans son corps, il n'est pas vraiment incarné. Donc ce qu'on pourrait dire effectivement, c'est que les sujets sans doute localisent un corps qui est un corps un peu particulier dans le monde, qui est en fait leur corps biologique. Mais ils ne s'autolocalisent pas au sens fort, c'est-à-dire qu'ils ne se considèrent pas comme faisant partie du monde ou du même espace que l'objet qu'ils perçoivent. Donc on peut tout à fait défendre ici qu'en réalité, la vision déréalisée ne remplit pas la condition d'autolocalisation. Et à cet égard, on peut faire observer une chose intéressante, c'est que les sujets déréalisés usent très souvent de métaphores picturales, en fait. C'est-à-dire, ils disent que c'est comme s'ils regardaient le film de leur vie, le film de leur existence continue. C'est comme s'ils regardaient un film. Ou ici, vous voyez, à travers les yeux, c'est le témoignage d'un sujet déréalisé, à travers les yeux, je regarde un monde qui pourrait être une image du monde. Donc il y a quelque chose, c'est une métaphore évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que la vision picturale. Pourquoi ce n'est pas la même chose que la vision picturale ? Parce qu'il n'y a pas d'image physique qui s'interpose entre le sujet et l'objet, même si justement, métaphoriquement, il parle d'un voile ou il parle de quelque chose qui s'interpose entre eux et l'objet. Donc il y a des métaphores picturales qui sont utilisées et qui pourraient s'expliquer par le fait que le sujet ne s'autolocalise pas dans le même espace que celui de l'objet perçu. Et ça, on a retrouvé ça dans le cas du voir-dans, dans le cas de la vision picturale. Je ne me localise pas en regardant la peinture de James Tissot, je ne m'autolocalise pas dans l'espace dépeint, dans l'espace représenté par la peinture. Donc, dans les deux cas, effectivement, la condition d'autolocalisation n'est pas remplie. Donc cette objection n'est peut-être pas probante, et ce qui veut dire que la première analyse du sentiment de présence reste valable. Alors je vais présenter un autre contre-exemple possible qui, je pense, est plus probant, c'est-à-dire qui menace davantage cette première analyse du sentiment de présence. Donc en termes de ces deux conditions, autolocalisation et connexité ou proximité spatiale, ce qui nous conduira à une seconde analyse, ce sera la dernière, du sentiment de présence. Alors quel pourrait être ce contre-exemple ?
c'est un contre-exemple qui implique la perception de ce que je vais appeler, pour faire vite, des objets éphémères. C'est-à-dire des objets qui ont une certaine apparence phénoménale, transitoire, qui dépend peut-être, par exemple, du fait que le sujet garde un certain point de vue sur l'objet. Alors, je vais donner un exemple qui vient de l'art contemporain, mais il y a des exemples aussi qui ont été utilisés davantage dans la psychologie expérimentale, mais bon, c'est peut-être plus intéressant ici de donner un exemple tiré de l'art contemporain. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Felice Varini, qui est un plasticien tessinois, donc de la partie italophone de la Suisse. Donc c'est quelqu'un, il y a eu un certain nombre d'installations à Paris, hein, vous avez peut-être vu ça à la Villette par exemple, ou dans des supermarchés. C'est quelqu'un qui construit des anamorphoses, si vous voulez, hein, c'est-à-dire des formes qui sont en fait... donc il intervient dans les architectures des lieux de telle façon que si on occupe un point de vue désigné, mais c'est un point de vue unique, une forme apparaît. En général, c'est une surface plane qui apparaît de manière un peu flottante devant le sujet. Donc comprenez bien qu'ici, c'est une photographie, mais qu'effectivement, par exemple, chacune des parties ici, donc cette partie-là va être en fait appliquée sur cette partie du mur. Par contre, cette partie-là va être appliquée sur le mur plus à distance ici, dans la scène. Hein, donc, il va appliquer ici je ne sais pas exactement ce que c'est, du plastique, qui va appliquer sur différentes parties de la construction ici du bâtiment, de telle manière, de manière très subtile, de telle façon que d'un certain point de vue, eh bien, c'est une forme qui apparaît, une forme colorée qui apparaît à peu près à distance ici entre le sujet et le mur du fond. Évidemment, si le sujet bouge un tout petit peu, hein, s'il bouge la tête, la forme, elle se déconstruit et elle disparaît. Donc c'est bien un objet éphémère en ce sens-là, c'est un objet qui n'apparaît que d'un certain point de vue. Alors là, je vous donne d'autres exemples. Celui-là, je crois que c'était dans un supermarché, mais je ne sais plus exactement. Alors, parfois, ça peut donner lieu à des situations cocasses. Hein, c'est que les gens ils cherchent le point de vue unique, qui n'est pas très facile à trouver, évidemment. Je me souviens, je ne sais plus si c'est cette configuration, mais dans un supermarché à Paris, où effectivement, sur plusieurs étages, les gens cherchaient le bon étage pour que la forme apparaisse de manière phénoménalement cohérente. Je crois qu'au Grand Palais aussi, il y a eu pendant longtemps une installation dans les colonnes, à un moment à l'extérieur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu avoir accès à cette installation, mais qui repose évidemment sur le même principe. Alors évidemment, ce sont des photographies ici. Hein. Ce ne sont pas des photographies, sauf erreur de ma part, prises par Varini lui-même. Hein. Ce sont des photographies qui donnent l'impression peut-être qu'on a ajouté quelque chose, hein, qu'on a appliqué quelque chose sur la photographie. Mais il faut vraiment vous imaginer que des expériences in situ, hein, des expériences qui nécessitent effectivement qu'on occupe réellement un point de vue sur l'objet. Alors j'ai découvert après coup en fait qu'un artiste français également qui s'appelle Georges Rousse, en fait, construit des anamorphoses sur le même principe. À la différence de Varini, Rousse est un photographe plasticien. En fait, il s'intéresse plus à l'effet photographique de ces installations qu'aux installations elles-mêmes in situ, hein, c'est-à-dire révélées par des spectateurs qui vont chercher le point de vue unique. Mais c'est le même principe au fond de construction d'anamorphose, c'est-à-dire ici vous avez I réel, mais le I ici, il est appliqué sur le mur du fond, alors que le E accent aigu ici, il est appliqué sur la tranche du mur plus proche, qu'on voit ici de profil. Ou c'est une colonne, pardon, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est le même principe, sauf que l'intention artistique est un peu différente, puisque Rousse s'intéresse en réalité à la photographie plutôt que à une installation in situ à proprement parler. Alors pourquoi je parle de ces objets éphémères ?
Parce que peut-être qu'on peut construire une autre objection à la première analyse du sentiment de présence. C'est une objection qui a la même forme, si vous voulez, d'ailleurs exactement la même conclusion que l'objection de tout à l'heure qui concernait la déréalisation. Ici, ça concerne la vision des objets éphémères. Alors, la première prémisse dit le sujet voit des objets éphémères, mais ne les ressent pas comme présents. Alors, ici, on peut contester cette prémisse. Dans un instant, je vais vous donner une analyse, une théorie plutôt du sentiment de présence, essentiellement due à Mohan Matton d'ailleurs, qui explique pourquoi cette prémisse est plausible, qui explique pourquoi le sujet. Matton ne parle pas du tout de ces objets éphémères, mais on peut utiliser sa théorie pour montrer que quand on voit un objet éphémère, en fait, on n'a pas un sentiment de présence. Ça, c'est la première prémisse. Pourtant, les conditions d'autolocalisation et de connexité sont remplies, et là, elles sont vraiment remplies. C'est-à-dire qu'on a ici une prémisse qui est plus convaincante que dans le cas de la déréalisation, puisque le sujet se localise bien, il n'est pas déréalisé, le sujet, il se localise bien dans l'espace dans lequel il y a aussi cet objet éphémère qui apparaît. Et puis, il y a une relation de connexité. Alors, peut-être que la distance exacte de l'objet éphémère est indéterminée, on ne sait pas exactement où l'objet se situe en profondeur, mais clairement, l'objet, il est situé dans l'espace, il est en face du sujet, pas derrière, par devant, mais en face. Donc, il y a une localisation spatiale, certes indéterminée du point de vue de la profondeur sans doute, mais qui est réelle. Donc, cette prémisse, elle peut se tenir. Les conditions d'autolocalisation et de connexité sont remplies, les sujets perçoivent bien les objets dans le même espace dans lequel ils se perçoivent eux-mêmes. Si c'est le cas, on retrouve la même conclusion que tout à l'heure. Les deux conditions ne sont pas conjointement suffisantes, c'est-à-dire les conditions sont remplies, mais le sujet n'a pas de sentiment de présence. Alors, je vous parlais ici d'une théorie du sentiment de présence qui explique cette prémisse qui est peut-être intuitive. Enfin, moi, je la trouve intuitive, même indépendamment de cette théorie, mais si vous n'êtes pas convaincu, considérez cette théorie du sentiment de présence. Alors, je ne peux pas aller trop dans les détails, parce que sinon je vais être trop long, mais c'est quelle heure? C'est déjà 16h15, donc il ne faut pas que je sois trop long. C'est une théorie qui dépend d'une hypothèse très répandue dans les sciences cognitives, une hypothèse qu'on développe depuis maintenant plusieurs décennies, une hypothèse qui concerne, au fond, l'idée qu'il y a deux fonctions dans la vision. Il y a une fonction qu'on appelle la vision pour l'identification, donc c'est des processus dans le cerveau qui sont associés à la voie ventrale, mais on n'a pas besoin de faire des hypothèses neuroanatomiques très élaborées ici. On peut en rester sur le plan fonctionnel. Donc l'information, si vous voulez, qui arrive, visuelle, qui arrive au cerveau par l'arrière, par le cortex visuel, elle est ensuite finalement utilisée de deux façons différentes. On se sert de cette information pour identifier ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une table ici devant nous, on voit des gens, des chaises, etc. Et puis, il y a une autre fonction qui est dans une certaine mesure séparée de la première, qui est ce qu'on appelle la vision pour l'action. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise l'information visuelle pour pouvoir agir de manière souple, de manière habile dans le monde visible. Donc, c'est l'information qui me permet, par exemple, de saisir ce gobelet, d'adopter une certaine pince ici, très fine, qui me permet de saisir cet objet, finalement indépendamment en réalité de mon identification visuelle de cet objet comme un gobelet. Bon, c'est lié aussi, c'est un point qui a aussi été mis en avant dans la tradition phénoménologique, je pense en particulier à Heidegger, mais pas seulement. C'est l'idée que le sentiment de présence serait l'expérience subjective d'un objet accessible à l'action, prêt à l'emploi. Donc on a un monde qu'on ne contemple pas seulement passivement, mais sur lequel on agit ou sur lequel on peut agir. Donc le monde se présente aussi comme un ensemble de possibilités pour l'action ou la réaction. Et c'est précisément la théorie de Mohan Matton
qui nous dit, je cite, le sentiment de présence est une conséquence phénoménologique de ce qu'il appelle le motion guiding vision, donc de cette vision guidant le mouvement, médiée par la voie dorsale. Et donc, effectivement, c'est la vision pour l'action qui va engendrer ce sentiment de présence. Alors, aujourd'hui, on a peut-être une notion un peu plus générale, je ne vais pas rentrer dans les détails de vision pour l'action, qui n'inclut pas seulement les processus dits dorsaux, de cette voie qui sous-tendrait une partie, en tout cas, de la vision pour l'action. Et on a des théories plus générales de cette fonction de la vision qui est pour l'action et aussi pour la locomotion, pour le déplacement dans l'espace. Pas seulement, si vous voulez, l'ensemble des gestes corporels qu'on peut avoir à l'égard des objets qui nous entourent, mais aussi évidemment des mouvements qui impliquent par exemple le corps tout entier. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on accepte cette distinction fonctionnelle entre la vision pour l'action et la vision pour l'identification, on peut dire que ce qui se passe dans la vision, dans l'expérience des objets éphémères, chez Varini par exemple, c'est justement une incongruence entre ces deux fonctions. C'est-à-dire ce qui se passe en réalité, c'est que le système visio-moteur, la vision pour l'action, va calculer des positions différentes pour différentes parties de l'objet présenté, alors même que la vision pour l'identification identifie visuellement une surface plane. Alors, ce que vous voyez, ce que vous identifiez, c'est une surface plane. Mais en réalité, vos dispositions à agir à l'égard de cet objet vont varier selon la partie de l'objet en question. Cette incongruité va justement empêcher que vous ayez un sentiment de présence pour l'objet. Il y a une incongruité entre ce que vous dit la vision pour l'action et ce que vous dit la vision pour l'identification. Et je n'ai pas le temps, mais en fait, c'est l'image miroir d'un autre phénomène identifié dans la littérature, à savoir un trompe-l'œil qui trompe la vision pour l'identification, mais pas la vision pour l'action. C'est l'exemple inverse en réalité. Parce que quand je vois un trompe-l'œil, un trompe-l'œil, c'est une surface plane. Mais si je le vois en trompe-l'œil, je le vois comme une scène en profondeur. Je vois des objets en profondeur. J'ai l'impression de voir des objets en profondeur. Mais on le sait que le système, la vision pour l'action, peut ne pas être trompé. C'est-à-dire qu'on voit dans les dispositions du sujet à agir relativement à l'image que le sujet n'est pas trompé par la présence illusoire d'une scène tridimensionnelle. Là, vous avez en fait l'exemple inverse dans le cas de Varini. Alors, il faut que j'accélère un tout petit peu. Donc, cette expérience de l'accessibilité à l'action corporelle, donc un objet est accessible et il est ressenti comme accessible à l'action corporelle, c'est une condition nécessaire du sentiment de présence. Est-ce que c'est une condition suffisante? Là encore, on peut évoquer la déréalisation comme un exemple où justement le sujet ne s'auto-localise pas, on l'a vu dans l'espace perçu, donc ne s'auto-identifie pas avec son corps en fait, avec cet objet qu'il perçoit et qui est en fait son corps. Et du coup, on peut dire effectivement que dans la déréalisation, les objets sont perçus comme étant à gauche, à droite, en haut, en bas, donc comme étant liés à des dispositions à se déplacer dans l'espace, mais pas forcément des dispositions qui font intervenir la première personne, parce que dans la déréalisation, on peut supposer que le sujet ne s'auto-identifie pas, ne s'auto-localise pas dans le monde en question. Ce qui nous amène maintenant à la deuxième analyse. Alors la deuxième analyse, comme la première, conserve cette condition d'autolocalisation, la première condition ici. C'est-à-dire qu'il faut que le sujet s'autolocalise dans l'espace dans lequel l'objet est perçu, et le sentiment de présence requiert aussi que effectivement l'objet soit localisé dans l'espace visio-moteur, c'est-à-dire que le sujet ait le sentiment de pouvoir accéder à l'objet, ou peut-être le pointer du doigt, ou l'éviter. Il y a différents comportements évidemment qu'on peut avoir relativement à l'objet selon les contextes. Donc, dans cette deuxième analyse, le sentiment de présence est l'expérience de la présence spatiale à soi comme agent. Ce qui conclut ma présentation là, du sentiment de présence, ça, c'est ce qui résume un tout petit peu, ce tableau résume un tout petit peu les distinctions que j'ai faites. Je ne vais pas m'y attarder trop, mais on peut en revenir dans la discussion. En passant à la réalité virtuelle.
Alors, quand on parle de présence en réalité virtuelle, il y a aussi toute une littérature. Et souvent, c'est une littérature qui, un peu étrangement, s'attache finalement uniquement au cas de la réalité virtuelle. Ce n'est pas le cas des auteurs que je vais citer en réalité, mais pour beaucoup d'auteurs, on ne parle que de présence virtuelle sans s'intéresser, comme je l'ai fait ici trop brièvement, à la question de la présence dans la perception ordinaire. Dans la réalité virtuelle, dans la littérature sur la réalité virtuelle, par exemple, un auteur reconnu dans ce domaine qui s'appelle Mel Slater définit ainsi la question de la présence en réalité virtuelle. Il nous dit, je cite, 2 composantes indépendantes de la présence sont à considérer. La première est l'illusion de lieu, l'idée originelle de la sensation d'être dans le lieu représenté par l'environnement virtuel. Bon, c'est un peu ce qu'on a appelé autolocalisation. C'est-à-dire on se transporte, par exemple, ou pas, dans le monde virtuel. On a l'impression d'être dans le monde virtuel. Cette impression d'être dans l'espace virtuel, ça concerne ce qu'on a appelé l'autolocalisation. Et dans certains cas, l'auto-identification. C'est qu'on peut s'identifier éventuellement à un sujet dans le monde virtuel. C'est ce qu'il appelle, lui, ici, l'illusion de lieu. Alors c'est une illusion dans le cas de la réalité virtuelle, on peut le supposer, mais si j'ai le temps, on parlera de cette question aussi. En tout cas, c'est effectivement ce sentiment d'être transporté ou d'être dans le monde virtuel, d'être là. Alors il dit qu'il s'agit d'un qualia, bon ça on n'a pas besoin de commenter longuement, une qualité de notre expérience subjective, comme le fait de voir la rougeur de la couleur rouge. Je parlerai plutôt d'un sentiment, justement, c'est ce sentiment de présence. La seconde, c'est ce qu'il appelle la plausibilité. Finalement, c'est, on va dire, en un certain sens, parce que le mot réalisme est un peu galvaudé, mais en un certain sens, ça concerne la question de savoir si on est disposé à croire que le monde virtuel est réel, si le monde virtuel est crédible en un certain sens, alors, sans qu'on y croie forcément. On peut croire qu'on est dans un monde virtuel, mais là, peut-être, on est dans une situation un peu problématique. Mais en tout cas, on peut être disposé à croire si, par exemple, le monde virtuel est crédible ou plausible ici. J'ai mis plausibilité comme traduction de plausibility en anglais, j'aurais pu mettre peut-être crédibilité. Donc l'illusion que ce qui se passe apparemment se passe réellement. Le participant sait que ces 2 éléments sont des illusions, on verra que ce n'est pas toujours le cas, mais le fait de savoir que ce sont des illusions ne les fait pas disparaître. Donc on a vu aussi que ce sont des expériences subjectives qui sont indépendantes de la croyance. On a fait valoir que quand les 2 expériences subjectives sont réunies, la réponse, comme si c'était réel, comme si c'était vrai parfois, est susceptible de se produire. Là, ce que je voudrais simplement souligner, donc je suis d'accord avec le fond de cette, pas avec les détails, mais avec le fond de cette citation, simplement, c'est un point qui peut apparaître comme terminologique, peu importe, mais au lieu de postuler 2 composantes du sentiment de présence, ou de la présence en général, il vaut mieux distinguer le sentiment de présence proprement dit, celui dont on a parlé dans la première partie, dont la composante centrale est l'autolocalisation, en l'occurrence dans l'environnement virtuel, et puis ce qu'on peut appeler le sentiment de réalité, le sentiment que les objets virtuels ou les événements virtuels ou l'espace virtuel sont réels. C'est encore une fois ce sentiment qui ne s'accompagne pas nécessairement de la croyance que c'est réel, mais le sentiment qu'on a affaire ici à un environnement réaliste, et plus que réaliste, même réel. Ce sentiment de réalité, là encore, je ne peux pas développer, mais il y a toute une littérature sur ce que les psychologues appellent le reality monitoring, c'est-à-dire les indices que nous utilisons, que le cerveau utilise en fait, plutôt inconsciemment, en réalité, à un niveau infrapersonnel, les indices que le cerveau utilise pour dire si une information, par exemple, vient du monde extérieur ou au contraire a été engendrée de l'intérieur, par exemple dans le cadre d'un processus imaginatif où on produit de l'information, mais cette information n'est pas accompagnée du sentiment de réalité parce que le cerveau sait qu'il a été produit de l'intérieur et qu'il ne vient pas de l'extérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 2 expériences, le sentiment de présence et le sentiment de réalité, sont indépendantes l'une de l'autre. D'abord, le sentiment de réalité n'implique pas le sentiment de présence. Vous pouvez, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un environnement qui est nocif pour l'être humain, je ne sais pas, un environnement radioactif ou un environnement chimique
ou sur une autre planète, que sais-je, hein, et qui est engagé dans un processus de téléopération, c'est-à-dire qu'il bouge des manettes, ou bien imaginez un chirurgien hein, qui opère à distance, il bouge des manettes et il regarde un écran par exemple, et évidemment il y a quelque chose qui se produit dans un environnement distant, donc c'est bien de la réalité virtuelle, hein. Ça peut être de la réalité virtuelle non immersive, parce que le sujet n'a pas l'impression d'être dans l'espace distant. Il peut avoir cette impression, mais ce n'est pas nécessaire. Je ferai aussi la distinction tout à l'heure. Mais en général, dans les cas de téléopération, en général, on n'a pas l'impression d'être dans l'univers distant, dans le monde distant. Et pourtant, si ce qu'on manipule est réel et si on sait que c'est réel, on peut tout à fait avoir un sentiment de réalité. Par exemple, un autre auteur important, Quan Lee, important pour la théorie de la réalité virtuelle, donne cet exemple de la télévision simplement. Les téléspectateurs peuvent ressentir les objets virtuels dépeints par le téléviseur comme réels. Bon, il utilise actual en anglais, mais on peut le traduire par réel, sans avoir le sentiment d'être transporté dans le monde de la télévision. Donc on peut avoir sentiment de réalité sans sentiment de présence. On peut avoir aussi sentiment de présence sans sentiment de réalité. Alors ça paraît plus compliqué, mais effectivement, il semble y avoir des cas où un objet est ressenti comme accessible à l'action, on a l'impression de pouvoir agir sur lui ou réagir par rapport à lui, sans que finalement on ait le sentiment qu'il s'agisse d'un objet réel. Peut-être parce que l'objet se comporte de manière un peu curieuse, il transgresse les lois de la physique naïve, hein, ce qui arrive souvent dans les jeux vidéo, etc. Et donc, les indices de réalité que le cerveau a l'habitude de considérer ne sont pas là. Et donc, le sujet n'a pas le sentiment, n'a pas le sentiment que les objets ou les événements sont réels. Et pourtant, ces objets peuvent rester accessibles à l'action. Là, je vous donne un exemple, je ne sais pas s'il est très convaincant, mais il a l'avantage de s'illustrer. Vous connaissez tous le triangle de Penrose, hein, qui est une représentation d'un objet impossible. D'accord ? Eh bien, je vous fais une révélation. Il existe des objets de Penrose tridimensionnels, en fait. Et donc ça, c'est une sculpture que vous trouvez en Australie, à Perth. C'est une sculpture qui est en fait un triangle de Penrose en 3 dimensions. Bon, vous aurez compris évidemment qu'on a cette expérience, l'expérience qui est capturée, qui est figée par la photographie ici. On a cette expérience seulement parce qu'on a maintenu un certain point de vue sur cet objet. Si on bouge un peu la tête à gauche et à droite, on va voir l'objet se disloquer, puisqu'effectivement il y a un point qui doit être par ici, je pense, un point qui fait que quand on change de point de vue, l'objet va se déconstruire. Mais si le sujet maintient son point de vue sur la sculpture, sans bouger la tête ou les yeux, il peut avoir le sentiment d'un objet irréel, bien que la sculpture reste présente comme un tout pour l'action. En fait, ce que les psychologues diraient ici, c'est qu'il y a un conflit entre des indices de réalité. La localisation visiomotrice est un indice de réalité. Hein. Si on peut accéder à un objet, c'est qu'il est réel. Mais en même temps, l'objet il est identifié comme ayant une structure interne impossible, et donc il est aussi évalué comme irréel. Et ce conflit-là, qui peut donner une expérience instable, un petit peu malaisante peut-être, hein, va expliquer que le sujet ne ressent pas cette structure comme réelle. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. La question de l'immersion, qui est évidemment une question importante dans le domaine de la réalité virtuelle. Bon, ici, je vous ai mis une citation de David Chalmers, qui est un philosophe qui a écrit un certain nombre d'articles, et depuis quelques jours d'ailleurs, un livre sur la réalité virtuelle qui vient de sortir fin janvier, qui s'appelle, sauf erreur de ma part, Reality Plus. Mais avant que ce livre paraisse, Chalmers a publié quelques articles qui concernent plutôt la métaphysique de la réalité virtuelle, mais qui fait des suggestions intéressantes aussi à propos de ce qui m'intéresse ici, à savoir des expériences subjectives qu'on peut avoir en réalité virtuelle. Donc l'immersion, pour lui, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, il parle d'un environnement immersif, mais par extension, on peut parler aussi d'une expérience immersive.
Un environnement immersif, c'est un environnement qui génère une expérience perceptuelle de l'environnement à partir d'une perspective en son sein, donnant à l'utilisateur le sentiment de présence, encore lui, c'est-à-dire le sentiment d'être réellement à cette perspective. C'est ce qu'on a appelé l'autolocalisation. Alors pour nous, l'autolocalisation est une condition nécessaire du sentiment de présence, peut-être pas suffisante, mais en tout cas nécessaire. Donc on peut être en accord avec une partie au moins de ce que dit Chalmers ici. Pourtant, si j'ai raison, tiens, c'est marrant, on voit pas toutes les boîtes, c'est pas grave. Oui, c'est à cause des couleurs, bon, c'est pas grave. Si j'ai raison, en fait, il faudrait distinguer plusieurs cas ici. Vous avez le cas où, effectivement, là, vous reconnaissez le jeu Tetris, c'est un monde virtuel. C'est un monde virtuel. Mais ce n'est pas un monde virtuel dans lequel, effectivement, le sujet trouve sa place. Le sujet n'a pas besoin de s'auto-localiser dans ce monde de briques pour jouer au jeu, mais ça reste un monde virtuel. Mais il n'y a pas d'immersion, parce qu'effectivement, le sujet ne s'auto-localise pas dans l'espace virtuel. Ici, vous avez une forme d'immersion forte. C'est une image qui est tirée de Avatar, le film. Là, vous avez un point de vue en première personne. Vous êtes auto-localisé, vous vous sentez auto-localisé dans le monde virtuel. Et les objets vous semblent effectivement accessibles corporellement, dont toutes les conditions sont remplies ici pour qu'on ait un sentiment de présence. Là, on n'a pas de sentiment de présence, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'autolocalisation. Mais si les distinctions que nous avons faites dans la première partie sont valables, en réalité, il faudrait distinguer aussi le cas où on reconnaît un avatar dans le monde virtuel, mais auquel on ne s'identifie pas. Donc il n'y a pas cette condition d'autolocalisation, mais on agit à partir de l'avatar. Et même on agit directement, c'est-à-dire qu'on forme, si on est habitué au jeu, par exemple, on peut tout à fait former des actions de base, c'est-à-dire on peut agir directement à partir de l'avatar, mais sans réellement s'auto-identifier à lui. Et c'est une expérience qui a été décrite aussi assez abondamment dans la littérature sur la réalité virtuelle, mais sans référence à ce que j'ai appelé tout à l'heure la déréalisation ou la dépersonnalisation. Enfin, c'est pas moi qui par rapport aux conditions dont on a parlé dans la première partie. En fait, il est assez fréquent dans les dispositifs de réalité virtuelle qu'on ait cette expérience qu'on peut appeler ici immersion faible, dans laquelle finalement on est comme un sujet déréalisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait, on se sent pas tout à fait dans le monde en question, même si les objets restent accessibles corporellement, comme dans le cas de la déréalisation. Et vous trouvez même effectivement des références, par exemple en psychologie sociale, sur l'intérêt de ce type d'expérience. Là, je vous ai mis un jeu que je ne connais pas très bien, qui est un jeu où on joue le rôle d'un assassin, par exemple. Bon, ça peut être intéressant peut-être pour sa santé psychique de ne pas complètement s'immerger dans le rôle de cet assassin et d'avoir une certaine distance. On retrouve le même phénomène en littérature. Si vous lisez American Psycho, qui est à la première personne, qui est en fait le récit d'un sociopathe, d'un psychopathe, vous êtes malaisé parce que vous avez de la peine à vous identifier à cette personne. Bon, là, c'est pareil, vous pouvez jouer sans problème, enfin, dans une certaine mesure, j'imagine, sans nécessairement vous auto-identifier avec cet avatar. Donc, là aussi, on voit que peut-être les distinctions qu'on a faites sont utiles parce qu'elles permettent effectivement de considérer différents cas qui sont en général traités de la même façon dans la littérature. Alors, je vais laisser ça ici. Alors, je vais terminer bientôt, parce que je parle 1 heure, c'est ça, François ? Oui, je vais bientôt arrêter quand même, je ne vais pas abuser de votre patience, mais vous voyez ici que j'ai choisi ici un jeu où là, le dispositif de réalité virtuelle reproduit le point de vue à la première personne de l'avatar, alors qu'ici vous avez un point de vue à la 3e personne, c'est lui l'avatar en fait. Donc vous voyez votre avatar d'un point de vue en 3e personne. Alors on peut considérer qu'à cause de ce choix ici, ce cas-là, vous avez une perspective à la 3e personne, alors qu'ici vous avez une perspective à la 1re personne. Ça correspond à la distinction que je fais ici entre immersion faible et immersion forte. Je veux dire par là que si on veut aligner les deux propriétés, alors chaque fois qu'on a une perspective
à la première personne, on a une auto-localisation, on s'auto-localise dans l'expérience, hein. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y croire, mais dans l'expérience, on s'auto-identifie avec son avatar, alors qu'ici, justement, on ne s'auto-identifie pas avec son avatar, bien qu'on agisse directement à partir de lui. Alors, est-ce que cette distinction, ces deux distinctions, c'est-à-dire troisième personne, première personne, immersion faible, immersion forte, est-ce qu'on peut les aligner ? Alors j'aurais très envie de les aligner, mais malheureusement il y a des contre-exemples que je n'ai pas le temps de discuter très longuement, mais je sais qu'ils sont très intrigants, et je vais quand même juste peut-être terminer là-dessus. Il y a eu effectivement des expériences où on a pu parler de dérive du soi corporel dans l'espace extracorporel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un dispositif en fait qui a été reproduit très souvent. Donc vous avez ici un participant. Ça, c'est un vrai sujet, hein, ça, c'est juste une image. Ça, c'est un vrai sujet qui est filmé de dos. Et il porte un casque de réalité virtuelle, et ce qu'il voit devant lui, c'est son propre dos. D'accord ? Donc il est filmé de derrière, et il voit son dos. Alors, pas de problème jusque-là, il peut même se reconnaître, il peut comprendre qu'en fait, il y a une caméra dans son dos, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Il se voit comme dans un miroir, enfin c'est un miroir à la Magritte, hein. Vous vous souvenez de ce portrait où le sujet se regarde dans un miroir et il voit son propre dos, bon, c'est un peu ça qui se passe ici. Mais qu'est-ce qu'ont fait les expérimentateurs ? Ils ont utilisé une technique qu'on avait utilisée jusqu'à présent seulement pour des parties du corps, qui ont produit, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'illusion de la main en caoutchouc. C'est-à-dire qu'on pose une main en caoutchouc sur la table, votre main gauche est ailleurs, sous la table, mais en effleurant de manière synchronisée la main en caoutchouc, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui effleure à intervalles réguliers la main en caoutchouc, et en même temps, quelqu'un d'autre, ou la même personne, effleure à la même fréquence votre main réelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dérive proprioceptive qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez l'impression que la main au caoutchouc, c'est votre propre main. D'accord ? Cette illusion, on peut la faire par contre à la Cité des Sciences. Enfin, à l'époque, il y avait cette exposition sur le cerveau. Je ne sais pas s'ils ont conservé cette attraction, mais bon, voilà, on pouvait le faire à la Cité des Sciences. En fait, là, c'est le même principe, sauf qu'ils l'ont appliqué au corps tout entier. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont... on voit quelqu'un, effectivement, qui effleure à intervalles réguliers le dos. Alors, comme c'est filmé, évidemment, c'est ce qu'il voit devant lui. Et il sent aussi dans son dos la propre stimulation. Et apparemment, au bout d'un moment, je n'ai jamais fait moi-même cette expérience. D'ailleurs, personnellement, j'ai fait plusieurs fois le dispositif qui est censé produire l'illusion de la main en caoutchouc, et je ne l'ai jamais vraiment ressenti, mais bon, je suppose que c'est réel parce que beaucoup de gens l'ont ressenti. Bon. On sait par exemple que quand on a cette illusion de la main en caoutchouc, si quelqu'un arrive avec un marteau et commence à taper sur la main en caoutchouc, le sujet a un mouvement de recul très, très vif, hein, très fort, comme si on écrasait sa main réelle. Bon. Moi, je n'ai pas du tout ce mouvement. On a effectivement écrasé la main en caoutchouc pour rien, puisque je suis resté parfaitement stoïque. Mais bon, voilà, et ça marche plutôt sur certaines personnes que d'autres. Il faut dire aussi que c'est un effet transitoire, hein. Bon, parce que évidemment, ça ne dure pas très longtemps. Mais ça peut durer effectivement le temps de la stimulation et un petit peu après. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le sujet il a l'impression de s'autolocaliser à distance. Donc là, il y a une distance virtuelle de 2 mètres dans cette expérience entre le point de vue visuel des sujets et puis le corps, l'individu qu'il identifie comme son propre corps, comme lui-même en fait. Bon, est-ce que ça produit des erreurs ? Ça produit une immunité à l'erreur d'identification au sens de François, c'est compliqué. Il y a des souvenirs qui sont comme ça, hein. On peut se souvenir, on appelle ça des souvenirs d'observateur, on se souvient d'un événement traumatique un peu à distance, si vous voulez, hein. On a l'impression de se voir soi-même dans le souvenir. Bon, là, c'est un petit peu ce qui se passe, mais dans la perception. Dans la perception. Alors, si ça c'est possible, on peut peut-être effectivement s'auto-localiser ici, alors même qu'on n'occupe pas l'origine du champ visuel, hein, l'origine de l'espace égocentrique, l'espace visuel égocentrique dont le sujet ici a conscience.
Donc ça pourrait effectivement impliquer une dissociation entre la condition d'accessibilité et la condition d'autolocalisation. Il y aurait ici une incongruence qui peut-être empêcherait, c'est mon hypothèse en fait, qui empêcherait peut-être que le sujet éprouve un sentiment de présence cohérent. Donc on a ici affaire à en fait une situation qui est un peu instable, et peut-être, c'est ça l'hypothèse, voilà, peut-être ne remet pas en question tout à fait l'alignement que je proposais tout à l'heure entre un point de vue à la première personne qui est synonyme d'immersion forte, enfin pas qui est synonyme mais qui est compatible avec l'immersion forte, et un point de vue à la troisième personne qui impliquerait que le sujet se met un peu à distance en fait, et qui impliquerait une forme de dépersonnalisation locale. Voilà. Bon, j'avais d'autres choses à vous raconter, mais je vais m'arrêter là pour laisser un petit peu de temps à la discussion. Merci beaucoup.